Une famille, un camion en guise de maison, 5 ans et 5 continents, Fred, Laure, Martin et Chine partent à la découverte de notre planète. Leur ambition ? Aller à la rencontre des femmes et des hommes qui, chaque jour, tentent de réconcilier l'homme et la nature. La route sera longue et difficile, mais la famille de Martin veut partager avec nous les 1001 idées malines de ceux qui préparent aujourd'hui le monde de demain. Bienvenue dans le monde de Martin. Avec le Canada dans leur sillage, Laure, Fred, Chine et Martin sont entrés aux États-Unis depuis 2 jours. Ils ont mis le cap au sud, mais comme l'automne les accompagne, Martin et Chine ont décidé de profiter des fruits de la saison. La famille file le long de la côte ouest à travers les routes boisées de l'Oregon. Les Américains sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Chaque habitant y émet en moyenne 19 tonnes de CO2 par an, soit 3 fois plus qu'un Français. Certains d'entre eux essaient pourtant de réduire leur impact, et ce sont eux que Martin et sa famille vont rencontrer. Alors direction Portland pour rencontrer un artisan qui fait des vélos en bois. Dans le temps, les vélos étaient sans doute faits en bois, mais aujourd'hui on se demande à quoi cela peut-il servir. On va voir que le bois n'a pas à rougir des matériaux composites du style carbone par exemple, que ça peut être un matériau du futur. C'est parti pour Portland. Après avoir été très polluée dans les années 80, Portland est devenue l'une des villes les plus écolos des États-Unis. C'est la ville du pays qui compte le plus d'espace vert par habitant et on y dénombre 20% de voitures en moins que dans les agglomérations comparables. Les transports en commun y sont nombreux et plus de 500 km de pistes cyclables ont été aménagées. Ici, le vélo est une affaire très sérieuse. La famille a rendez-vous avec Ken Wheeler et son chien Elwood. Avec son fils, Ken a créé Renovo, un atelier de vélo haut de gamme, en bois, qu'il arrive à vendre dans le monde entier. Le vélo en bois pour adultes était encore relativement rare il y a 2 ou 3 ans, mais il connaît un nouvel essor. Normal, il a tout pour lui. Il est grand le triangle. Ok les amis, vous voulez voir comment on fabrique ces vélos? Alors on commence avec ces pièces en bois. Ce sont 4 morceaux de bois qui forment le cadre du vélo. Enfin, sa moitié. Peux-tu tenir ça pour moi 1 minute? C'est lourd, hein? Ensuite, on prend ça et on le met dans une grosse machine qui le coupe comme ça. Voilà, maintenant on tient celui-là. C'est mieux? Ouais, c'est léger, hein? Oui, ici on a retiré tout ce matériau lourd. Rien. Juste comme ça. C'est pas mal, hein? Oui? Oui, c'est creux. En premier lieu, le bois absorbe les chocs et les vibrations. La chose la plus importante pour un vélo, c'est qu'il soit confortable. Nous avons donc mis en place un cadre à la fois très rigide, aussi rigide qu'un cadre en carbone, mais dans un matériau durable. Non seulement faire du vélo est une activité durable en soi, mais dans ce cas, le vélo lui-même est durable. Les vélos en composite de carbone sont très légers. Ils sont plus légers que ça, mais ils sont aussi fragiles et quand vous avez un cadre fait avec ce genre de matériaux, le confort sur le vélo est très relatif. Certains fabricants ont ajouté des inserts en plastique dans l'essieu et la fourche pour essayer de rendre le vélo plus confortable. Mais on ne peut toujours pas les comparer au bois, car le bois absorbe les vibrations. Le cadre entier absorbe les chocs dans ce vélo, alors que dans les vélos où le cadre est en carbone, tout le cadre est un transmetteur de choc. Regarde, là il y a 3 couleurs. Ça c'est toutes les couleurs qu'il peut faire sur tous les vélos. Quelle est la prochaine étape? Howard, peux-tu nous donner un coup de main? Nous devons sortir pour aller dans l'atelier et j'ai besoin que tu ouvres la porte tout de suite. Dépêche-toi. C'est ça, bien. Venez tous. On y va, on y va. Allez, venez tous, venez tous. Découpe les planches. Tu as vu les dents d'acier? Comme ça.
Donc ici, nous avons la matière première à partir de laquelle on fait les vélos. Une grande partie du bois américain que nous utilisons vient des montagnes Appalaches et la quantité de ce bois dur a doublé ces 50 dernières années. En moyenne, on plante 2 nouveaux arbres et demi pour chaque arbre qu'on abat désormais. Les nombres que vous voyez sur le bois comme ça représentent les tests que nous faisons pour chaque morceau de bois. On analyse l'humidité, le poids, la rigidité. Donc, quand nous avons une personne qui pèse 120 kg, on peut construire un vélo avec un bois assez rigide pour cette personne et de même pour une personne de 45 kg. Ces nombres sont entrés dans notre base de données et on peut ainsi trouver facilement la bonne planche de bois en fonction du poids de la personne. Dans ce vélo, par exemple, il va y avoir de l'érable à l'intérieur et de l'amarante à l'extérieur et un peu de cèdre au milieu. On colle tous ces différents bois ensemble pour obtenir les différentes couleurs du cadre. On va fabriquer des triangles à partir de tout ça. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 vélos et il en fait encore plus ici. Voilà, on prend ça, on va coller toutes ces pièces et ensuite on va tout assembler grâce à l'ordinateur. Ce savoir-faire est rendu possible grâce à la PAO. C'est une machine de précision pilotée par un ordinateur qui creuse, taille et modèle le bois au millimètre près en suivant un plan en 3D. Le cadre sort en 2 morceaux qu'il suffit ensuite de coller. Ainsi, il est à la fois léger et rigide. Pour la finition galbée des cadres, Ken et son équipe se sont inspirés des principes de l'aéronautique. On passe ensuite plusieurs couches de vernis pour que les vélos résistent à l'usure du temps. Dessus, et après, ça brille. Un vernis alors. Et après, il met là quand ils sont propres. Pour protéger le bois. Et en plus, ça lave. Celui-là, il a une belle couleur. Il n'y a que du beige et du marron ou du noir. La couleur naturelle du bois. Ouais. Do you make bicycle for kids? Presque. On a beaucoup réfléchi à faire des vélos pour enfants. Et nous allons bientôt en avoir un qui tira. Tout ce que nous avons à faire est de le fabriquer à partir de morceaux de bois différents pour qu'il ne soit pas si cher, car ta mère et ton père ne veulent pas dépenser autant que pour ces vélos d'adultes. Les moins chers coûtent environ 3 500 $ et les plus chers sont à 14 000 $. C'est un chien de cirque. Quick! Jump it! Quick! La dernière chose que nous devons faire, bien sûr, est d'assembler le vélo. On travaille actuellement sur plus de 40 cadres de vélo et on en construit entre 100 et 200 par an. Et nous? Est-ce qu'on pourrait avoir des vélos pour remplacer notre camion et voyager? Je ne sais pas quoi faire avec votre cuisine. Et les enfants vont devoir augmenter leur vitesse à vélo, mais comment? Ok, on va essayer. Ça te plairait pas comme idée? Faire le tour du monde à vélo? Non? Pourquoi? Parce qu'ils sont tout petits, les vélos. On peut pas avoir tous les jouets sur le vélo et les billes et tout ça? Oh, on peut arranger ça. Au revoir. Oh, ne partez pas, ne me quittez pas. Top là. Au revoir. Retour au bon vieux camion pour la suite des aventures en Californie. La famille entre dans l'un des parcs les plus majestueux des États-Unis, le parc Yosemite. Avec le Yellowstone, il fait partie de ces parcs créés à la fin du 19e siècle par de grands naturalistes. L'idée était de préserver les espaces naturels pour le bien-être qu'ils procurent à l'homme. Aujourd'hui, on en compte 59 à travers tous les États-Unis. Il y a 3 forêts de séquoias dans le Yosemite. Ces arbres géants forcent le respect. Et certains ont près de 3000 ans. Quel est à l'arbre parce que les arbres, ça a besoin d'amour.
arbres te parlent. « 4 millions de personnes visitent ce parc chaque année. C'est donc le lieu idéal pour sensibiliser les Américains à la protection des forêts. Le Yosemite est aussi un parc de haute montagne, avec des sommets qui frôlent les 4000 mètres d'altitude. Certaines zones sont interdites à toute activité humaine. Les animaux peuvent donc y vivre tranquillement à l'abri des hommes. Un écureuil crie. Pas de bruit, pas monter aussi haut que lui. Le Yosemite abrite des écosystèmes très différents et jusqu'à 250 espèces d'animaux. Se promener dans cette immensité invite à l'humilité. On ne peut que s'incliner devant la majesté de ces paysages vieux de 20 millions d'années et s'interroger sur le rôle de l'homme dans les déséquilibres actuels. Partons maintenant pour rejoindre la ville de San Francisco. La Californie fait figure de bon élève aux États-Unis en matière de protection de l'environnement, et plus particulièrement San Francisco avec son projet Zéro déchet. Son but, c'est de ne plus créer aucun déchet qui parte en décharge ou à l'incinérateur, c'est-à-dire que tout soit recyclable. Donc c'est parti pour visiter ce très beau projet. Le camion emprunte désormais la route numéro 1 qui longe l'océan Pacifique et que les Californiens appellent la California Dream Road, tant les paysages y sont exceptionnels. On va passer le pont le plus connu au monde. C'est-à-dire le fameux Golden Gate. Il est là, juste devant nous. Il est ultra grand, il porte une autoroute, il y a même 2 pistes pour les pistes cyclables. Avec sa couleur orange internationale, ce pont est devenu l'emblème de la ville. Pourtant, sa construction, lancée dans les années 30 en plein milieu de la Grande Dépression, manqua de ruiner tous les habitants de la région, tant elle fut chère. Aujourd'hui, plus de 100 000 voitures l'empruntent chaque jour. Dans les rues de San Francisco, on a plutôt envie d'abandonner sa voiture. Car la ville est très pratique pour les piétons. Avec ses plages et ses 260 jours de soleil par an, elle est très agréable à vivre en général. Ses rues en pente et ses maisons colorées en font une ville à part aux États-Unis. Mais c'est aussi une ville à part parce qu'elle s'est lancée un défi de taille. Recycler 100% de ses déchets d'ici à 2020. Pendant que Laure et les enfants profitent de la plage, Fred va essayer de comprendre comment la cité californienne espère remporter ce pari fou. Il se rend chez Recology, la société qui met en œuvre le programme Zéro déchet de la ville. En anglais, le mot « waste » signifie déchet, mais aussi gaspillage. En jouant sur les mots, l'objectif Zéro Waste s'attaque donc aussi au problème de la surconsommation. Robert Reed est le porte-parole de Recology. Pour cet ancien journaliste environnemental, le secret c'est le recyclage. Et pour bien recycler, il faut d'abord bien trier, une philosophie qui vient de loin. Le recyclage à San Francisco date de la ruée vers l'or en 1849. Les gens n'avaient pas beaucoup de choses, donc ils faisaient bon usage de tout ce qu'ils avaient. Même quand ils ouvraient une canette, la languette était réutilisée. Ça fonctionnait comme ça dans le temps. On doit se rappeler ces choses-là. Souvent les réponses viennent de ce que faisaient nos parents et nos grands-parents. Même si nous vivons dans des villes, nous ne devons pas oublier notre environnement. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes qu'une infime partie d'une planète entière. Parce que si nous n'avons pas un bon environnement, nous n'avons plus rien. Notre existence dépend entièrement de la santé de notre planète. Donc tous les jours, nous devons agir pour protéger l'environnement, afin qu'il puisse à son tour prendre soin de nous. C'est pour la photo. Elle est pour quand, par exemple, le camion de poubelle va chercher les poubelles chez toi. Tu te demandes sur la photo si tu peux, par exemple, mettre du carton. Tu regardes s'il y a du carton. S'il y en a, tu as le droit de le mettre. Alors pourquoi on a mis la vigne? Pour faire pousser la vigne. Parce que le compost, ça peut la faire pousser.
Notre but est de faire en sorte que les gens regardent vraiment leurs déchets. Quand ils font ça, ils réalisent que ce sont des ressources, et que c'est de la nourriture, et que ça peut servir de compost. Et cette relation avec la nature, on la met en avant via ces vignobles, sur la même image. On ne ressemble à aucune compagnie de traitement de déchets au monde. Les autres cherchent à cacher les déchets. Ils peignent le camion en blanc ou en vert, mais on ne voit jamais les déchets. La ville de San Francisco produit près de 5000 tonnes de déchets par jour et la société Recology en récolte la moitié. Ici, le tri et le recyclage sont la règle. Malheureusement, dans le reste du monde, c'est toujours l'incinération qui a le vent en poupe. Quand tu recycles les choses, tu peux ensuite les vendre. Quand tu recycles du papier, quand tu fais du compost, tu peux vendre ensuite le papier recyclé. Tu peux vendre le compost. Donc tu gagnes un peu d'argent en retour et ça t'aide à payer le programme. Mais quand tu brûles du papier, que tu brûles la nourriture ou du plastique, ça part définitivement. Quand ils sont brûlés, ils sont détruits. Il n'y a rien à vendre. Il n'y a rien à envoyer à la papeterie. Tu ne peux pas vendre ce papier car tu l'as brûlé. Et les incinérateurs nécessitent aussi beaucoup d'énergie. Ils brûlent à des températures très élevées, à près de 1400 degrés. Ils ne sont pas très efficaces en termes de production d'énergie, parce qu'il en faut beaucoup pour les faire fonctionner. Qu'est-ce qu'on va en faire tout cet aluminium? On va le vendre pour refaire d'autres boîtes de conserve, d'autres canettes, d'autres tablettes de chocolat. Et oui, et la boucle est bouclée. Vous voyez ces casiers? Chacun de ces casiers représente un emploi. Dans cette entreprise, on a 175 salariés. Ce sont des emplois permanents et locaux que l'on a créés ici. Le recyclage crée 10 fois plus d'emplois que l'incinération des déchets. Si chaque ville américaine recyclait ses déchets à 75% comme San Francisco, on créerait 1,5 million de nouveaux emplois, rien qu'aux États-Unis. Si tout le monde en faisait autant dans le monde, on créerait énormément de nouveaux emplois. Pour Recology, la lutte contre le gaspillage est donc non seulement possible, mais aussi rentable. Recycler c'est bien, produire moins de déchets c'est encore mieux. Et c'est la politique de ce supermarché innovant qui a pourtant ouvert en 1975. Au Rainbow Grocery, cela fait bien longtemps qu'on ne propose plus aucun sac. Les contenants jetables et les portions individuelles font partie du passé. La spécialité de la maison, c'est le vrac. Là, tu achètes ton pot et tu peux l'utiliser plusieurs fois. Il faut penser à ramener son pot pour le remplir. D'accord. Promenez. Qu'est-ce qu'il y a là? Des spaghettis. Et si tu veux, tu peux en acheter deux. Mais d'habitude, on peut pas. On est obligé d'en prendre moins ou plus. Eh oui. Là, tu prends que ce dont tu as besoin. Oui. Et en plus, ça pollue pas les sacs plastiques. Et oui, il n'y en a pas. Ouais. Faut pas polluer. Là, ils ont mis des petites cuillères pour se servir. On ne ménage pas nos efforts pour fournir aux consommateurs des produits abordables, tout en étant de bonne qualité. On peut manger bio pour pas cher alors? On peut manger des produits bio à bas prix. Nous voulons encourager l'achat de produits bons pour l'environnement et sans OGM. On essaie de ne rien avoir qui soit génétiquement modifié. C'est un meilleur marché. Et c'est aussi meilleur pour l'environnement. On fait des économies en n'utilisant aucun emballage. Tout le monde y gagne. Pourquoi est-ce que vous venez faire vos courses ici? La qualité, la fraîcheur. Ils ont la meilleure sélection d'épices au détail que j'ai pu trouver. Tu peux garder tes récipients, les laver et leur rapporter. J'aime aussi acheter de petites quantités pour ne pas gaspiller et pour que ça reste frais quand je cuisine. Ils font vraiment un travail formidable ici. Vraiment. Surtout avec les produits en vrac. Ils ont tellement de choses disponibles. Je me dis presque que je ne pourrai jamais quitter San Francisco à cause de ça. Nous sommes très sympas ici. Nous vendons, mais nous faisons un peu plus que ça. Informer les gens, leur faire savoir quels produits ils consomment, les aider, on espère, à vivre plus longtemps. La nuit a été courte pour Fred, car ce matin il joue aux éboueurs avec Robert et Ramio Alvarez, le responsable de la collecte chez Recology.
Les habitants de San Francisco en tant que clients sont très ouverts et ils comprennent ce qu'on essaie de faire en tant que société, que c'est bon pour l'environnement, que ça réduit les ordures parce qu'il faut réduire les ordures. Vous savez que la ville élimine les sacs plastiques? Les rues sont plus propres grâce au fait que ces trucs-là ne volent plus partout. À San Francisco, chaque maison a 3 poubelles. Une noire pour les déchets maudits, ceux qu'on ne peut pas recycler, une bleue pour ceux qui se recyclent, et une verte pour les déchets organiques et le papier. La facture dépend de la taille de sa poubelle. Plus elle est grande, plus on paie. Et la noire est surtaxée. En plus de la collecte, les éboueurs doivent vérifier le contenu des bacs avant de les vider. Regardez celui-là par exemple. Tout ce plastique, ce sont des déchets. Ce n'est pas bon. Ça doit aller dans les bacs noirs. On écrit sur un petit papier les données du client et le chauffeur envoie ces données au service client. On signale au client quel est le problème. La première fois, on ramasse la poubelle quand même. Si le client se trompe une deuxième fois, on refait la même chose. On ramasse sa poubelle. La troisième fois, on laisse la poubelle, mais on permet au client de nous appeler et de nous demander pourquoi ça n'a pas été ramassé. On explique le problème et ils ont le choix. Soit ils nettoient, soit on revient la chercher, mais on leur facture comme pour une poubelle non recyclable. Car c'est contaminé, nous ne pouvons pas recycler une poubelle comme ça. Dans 99% des cas, nos clients comprennent et ils enlèvent le produit placé dans le mauvais bac. Les gens recyclent donc plus et essaient de moins utiliser la poubelle noire. Certaines personnes n'utilisent même plus du tout le bac noir parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont rien acheté. Donc ils payent moins. Si tu as un bac de 120 litres et que tu essaies de produire moins de déchets, tu passes à une poubelle de 75 litres et tu peux économiser $5 par mois. La plupart des déchets sont des restes de nourriture parce que la plupart des clients n'ont pas de jardin et ils ne cultivent rien. Il y a donc beaucoup de restes alimentaires et de déchets verts. Alors qu'en banlieue, il y a plus de déchets verts que de déchets alimentaires. La ville mise sur la pédagogie. Quand les habitants ne jouent pas le jeu, ils sont verbalisés. Et après plusieurs avertissements, les amendes peuvent atteindre 850 €. Alors le tri sélectif, ça a l'air super, mais qu'en pensent les habitants de San Francisco? C'est ce que nous allons savoir en rencontrant Lu. Elle est francophone et justement, elle habite ici. Hello, who is there? C'est Martin et toute sa famille. Martin? Oui. Nice to meet you. Je vais vous faire voir comment on fait à San Francisco alors pour la poubelle. Dans ce bidon-là, où il y a le sachet en plastique, je mets toutes les choses qui ne sont pas recyclables. D'accord? Après là, généralement, d'ailleurs ces conteneurs sont offerts par la ville de San Francisco. Moi j'utilise du papier, mais on peut aussi utiliser des sachets qui se décomposent. Et ça c'est tout le bio, tout l'organique. La viande, les queues de fraises, les papiers, tout ce qu'on peut retourner à la terre. Voilà, et ça va faire du bon compost après. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les sacs plastiques sont interdits à San Francisco, c'est pour ça que vous avez des sacs papier. Voilà, c'est pour ça que j'ai plein de sacs en papier. Quand on fait nos courses, on a des sacs en papier d'ailleurs qu'on paye, hein. C'est 15 centimes. Et sinon, on amène nos propres sacs. Ça, c'est tout ce qu'on peut recycler. Alors, le verre, le carton, tout ça, ça va tout dans la même poubelle. C'est une poubelle bleue. Tout ça, c'est recyclé. C'est difficile à faire ce tri? C'est une question d'habitude. Je suis tellement habituée, non, je trouve pas ça difficile. Une fois par semaine, je sors mes poubelles et c'est récupéré. Non, mais je vais le prendre, c'est un peu lourd pour toi, non? Tu es sûr? Bon, d'accord. C'est comme ça. Tu mets tout comme ça, là, voilà. Et le papier, ça se composte aussi, du coup. Voilà. Tout fait partie du compost. Et ça... Donc ça, c'est tous les choses qu'on ne peut pas recycler, tu vois. Regarde là. C'est les verres cassés, quand c'est cassé. Hein. Alors Lou, où est-ce que vous nous emmenez maintenant? Glide Memorial. C'est une église en centre-ville, derrière les grands hôtels. Qui a la particularité? Gospel. Qui est gospel? Oui, mais c'est un gospel où toutes les foi ou les
orientations sexuelles ou les couleurs de peau sont bienvenues, donc c'est assez particulier. À l'image de San Francisco avec une tolérance terrible. Terrible, fantastique, plutôt que terrible je dirais. Génial, on va voir ça. San Francisco nourrit une passion pour la liberté d'esprit et la diversité culturelle. C'est une ville emblématique de la cause homosexuelle et une ville sanctuaire pour les sans-papiers. Elle a été le berceau des mouvements hippies et beatniks. C'est un peu l'Amérique telle qu'on la rêve. La famille poursuit son enquête sur le programme Zéro Déchet. Direction Vacaville, à une trentaine de kilomètres au nord de San Francisco. Nous voici au volant d'une voiture hybride que Robert nous a prêtée pour nos déplacements à San Francisco. Nous sommes maintenant en route pour aller visiter le centre où ces déchets organiques collectés à San Francisco sont transportés pour les transformer en un merveilleux compost. À quoi ça ressemble un compost géant? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Ça, c'est des montagnes de compost. Tous les camions mettent les déchets là. Mais si vous regardez bien, vous pouvez voir des erreurs. Vous voyez quelques sacs en plastique ici. On va réparer ces erreurs en enlevant ce matériau. Les dernières erreurs de tri sont corrigées avec un tambour et beaucoup de vigilance humaine. Donc cette machine broie et découpe les déchets en morceaux plus petits. Vous voyez ces jolis petits morceaux, hein? C'est comme ça qu'on fait le compost. Ça commence à se transformer, c'est déjà chaud. C'est le gros scarabée qui mélange le compost. Cette machine va transformer la matière pour que le compost qui est à l'intérieur parvienne à l'extérieur et respire. On le branche ensuite à une citerne pour mettre de l'eau, qui vient de l'eau de pluie que l'on récupère. Cela permet aux micro-organismes du compost de recevoir de l'eau et donc de vivre et grandir et jouer leur rôle. Les micro-organismes décomposent les substances organiques en morceaux de plus en plus petits. C'est leur rôle, ok? Vous voyez ces 4 tuyaux noirs dans le sol? Ces tuyaux ont de petits trous qui permettent de faire passer de l'air dans le compost. Quand on a du compost, on a des émissions de gaz, et on ne veut pas que ces émissions partent dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on enlève le gaz grâce à ces tuyaux. Il passe dans ces tuyaux en argent, puis dans ces biofiltres là-bas. Aujourd'hui, on détruit les gaz, mais dans le futur, nous essaierons de récupérer ces gaz pour qu'ils soient raffinés et nettoyés. Ça vient de San Francisco. C'est très chaud car il y a beaucoup d'activités microbiologiques. C'est fait à partir d'os de poulet, de coquilles d'œufs, de grains de café, de pelures de légumes. C'est donc très diversifié. On y retrouve donc plein de nutriments et de minéraux qui sont très très bons pour tous les sols. Un sol bien nourri produira des légumes de qualité. Récologie adapte son compost aux besoins des agriculteurs et ajoute quelques compléments minéraux, comme par exemple des coquillages pilés. Le compost est alors prêt à être distribué dans les fermes de la région pour enrichir leurs terres.
carte a l'air magnifique, mais qu'en pensent ceux qui vont l'utiliser, à savoir les agriculteurs? C'est ce que nous allons savoir maintenant. On rend visite à Monsieur Walker, qui a une ferme dans les parages. Sa ferme s'appelle Eat Well Farm. Ça veut dire qu'on y mange bien. Ça s'annonce bien. Nigel Walker s'est installé sur cette ferme en 1992. À l'époque, les terres étaient dévitalisées par les produits chimiques. Nigel a fait le pari d'utiliser un engrais naturel pour leur redonner vie. Ravi de te rencontrer, Martin. Enchanté, Martin. Pour lui, le recyclage est un cercle on ne peut plus vertueux. Alors, on fait pousser ces légumes, on les met dans un camion et on les livre à nos clients à San Francisco. Ok ? En faisant ça, j'enlève de la fertilité à ce sol. Et les nutriments qui sont là vont à la ville. Ce que le compost nous permet de faire, c'est de ramener cette fertilité dans le sol. C'est ça le recyclage. C'est simple, chaque ville devrait faire ça. C'est mieux que le champ de mon voisin qui utilise des produits chimiques. On a de meilleures récoltes, des plantes plus vertes, plus grandes et des moissons plus abondantes. Ce compost est totalement vivant. Il fournit à notre sol toutes les variétés de bactéries, champignons, protozoaires. C'est sans doute l'un des meilleurs composts que je puisse trouver. Et voilà, une citrouille. On voit des choux, des aubergines, des oignons, des fraises. Dis-moi, c'est pas un petit jardin ça, hein? Ouais. Voilà ce qui me rend vraiment heureux, de voir de l'herbe et des trèfles qui nourrissent le sol. Quand mes poules et mes moutons viennent les manger, leurs déjections nourrissent aussi le sol. Ils mangent de plus en plus d'herbes et de trèfles, et à la fin de l'année, on enlève ce qu'il reste et on plante des légumes à la place. Et ils ont ainsi tous les nutriments dont ils ont besoin. Les poules fournissent des œufs que je vends, donc ils sont complètement rentables et ils me permettent d'économiser en fertilisant. Je peux donc fertiliser mes sols gratuitement. Elles sont comment ces cabanes de poules? En carriole. Et oui, pour pouvoir les changer de place. Et c'est bon pour les plantes. On économise donc en pesticides et en produits chimiques et on fait pousser les légumes les plus fabuleux qui soient. C'est pas nouveau aussi? Non, c'est ce que mon grand-père avait l'habitude de faire. C'est ce qui a fonctionné pendant plusieurs centaines d'années. C'est à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale que toutes ces sociétés, avec leurs produits chimiques, ont tenté d'imposer aux agriculteurs l'utilisation de pesticides. Qu'est-ce que tu as là? Une coccinelle. Ah, c'est mignon, hein? Merci. Tout le plaisir est pour moi. Ravi de vous avoir rencontré. Les légumes de Nigel ont un débouché tout trouvé car le programme Zéro Déchet sensibilise aussi les habitants à ce qu'ils mangent. Pour atteindre son objectif, la ville a également interdit les petites bouteilles d'eau en plastique et elle incite les restaurants à composter leurs déchets. Alors, je suis très intriguée, c'est la première fois que je vois des haricots noirs. C'est joli. C'est organique. L'objectif Zéro Déchet pourrait bien être atteint en 2020. Tiens, tu peux en goûter un. Là aussi, il y a les 3 poubelles. Et la plus grosse, c'est où on met la nourriture. Il est temps pour Martin et sa famille de quitter la baie de San Francisco et de reprendre la route à travers les grands espaces californiens.
Le paysage commence à contraster franchement avec ce que nous avons connu en Amérique du Nord. Bienvenue dans le désert, bienvenue dans la vallée de la mort. La vallée de la mort se trouve dans le désert des Mojaves. Elle doit son nom à ses températures extrêmes. Ici, l'été, il fait souvent plus de 50 degrés. Dans ce climat aride, l'eau de pluie s'évapore et abandonne derrière elle des champs de sel. C'était salé. Et quel goût? Le sel. Ce désert fait froid dans le dos. C'était le lieu où l'on abandonnait les indésirables. Sans eau ni cheval, ils avaient peu de chances de s'en sortir. Aujourd'hui encore, il arrive que des touristes imprudents y perdent la vie. Le désert, c'est très reposant. Mais Martin et Chine sont quand même bien contents de retrouver de longues étendues de sable mouillées. Le problème avec les vieilles voitures, c'est que généralement, elles polluent. Et plus elles sont vieilles, plus elles polluent. Alors comment faire pour conserver sa voiture plus longtemps, qui par ailleurs a une carrosserie en bon état, des freins en bon état? Tout simplement en remplaçant son moteur par un moteur électrique. Et du coup, votre voiture repart pour une nouvelle vie. C'est ce que propose la société EV West, qui est installée au sud de Los Angeles. Nous allons rencontrer Michael Bean, qui va nous expliquer comment faire. Faire du neuf avec du vieux, ça c'est dans l'air du temps. La conversion de voitures thermiques en voitures électriques n'existe quasiment pas en France. Aux États-Unis, elle est très prisée pour remettre au goût du jour de vieilles voitures très gourmandes en essence. Il suffit de remplacer le bon vieux moteur à combustion par un moteur électrique et des batteries. C'est Michael Bream, le patron de EV West, qui va tout expliquer à Martin et à Chine. Ça, c'est le positionnement de la voiture qui est là. On n'en aura plus besoin parce qu'elle va devenir électrique. On est des amateurs, donc on n'a vraiment pas envie de démonter le châssis et le changer. Il y a beaucoup d'ingénierie préexistante dans la voiture, comme la transmission, la traction, la boîte de vitesse, et on ne veut pas chambouler tout ça. Il y a eu beaucoup de temps de conception et d'argent investi dans ces pièces d'origine. On préfère les réutiliser et les recycler autant que possible. Nous avons ici un modèle très simple pour une MGB. On peut y voir où se trouvait le support du moteur d'origine, l'adaptateur pour la cloche d'embrayage. Cela permet de remplacer le moteur à essence, tout en faisant à peu près un tiers de sa taille. L'ordinateur nous permet de modéliser ces 3 points précis dans un espace en 3D, histoire de s'assurer que tout tiendra en place. La traction électrique est globalement la même chose. On fait exactement la même chose, mais en y mettant un système plus efficace et surtout plus puissant que les moteurs d'origine. Vous pouvez prendre une coccinelle qui avait du mal à atteindre 80 km/h en montée, et maintenant vous pouvez faire du 130 sans problème dans la même côte. Mais la meilleure partie, c'est que cette voiture est devenue un véhicule propre. Ça, c'est les batteries. C'est une super bonne idée de le remplacer par des batteries. Que le moteur, il polluait, que les batteries ne polluaient pas. On veut être des précurseurs, des pionniers en quelque sorte. Si vous repensez au début des premiers téléphones portables, on ne pouvait s'en servir qu'un quart d'heure avant que la batterie ne lâche. Et il y avait des gens pour dire que ça ne marcherait pas, que cette technologie n'irait nulle part parce qu'on ne peut pas parler plus de 15 minutes. Ce qui est stimulant, c'est que chaque jour, des gens travaillent pour rendre ces batteries plus petites, plus légères, plus puissantes et surtout plus abordables.
C'est le bon moment pour acheter ces moteurs ou je ferais mieux d'attendre? C'est une bonne question. Comme pour toutes les technologies, comme les ordinateurs, les smartphones ou les télévisions, si tu attends le lendemain, tu paieras un peu moins cher, mais tu en profiteras moins que ton voisin qui l'a acheté aujourd'hui. Où vous allez? À la plage en coccinelle électrique. Une conversion standard sur une Volkswagen comme ça prend habituellement une semaine environ si vous avez de l'expérience et un bon kit comme le nôtre. Mais si vous voulez une conception personnalisée avec des pièces qu'on n'a jamais faites et qui ne sont pas numérisées dans l'ordinateur, ça peut prendre 2-3 mois, ce qui est normal. C'est une Karmann-Ghia de 1969, une super voiture que le client a gardée toute sa vie. Il l'avait déjà au lycée. Il avait commencé à avoir tellement de problèmes avec qu'il ne la conduisait plus vraiment. À cause de ça, l'essence se vidait et du coup, à chaque fois qu'il voulait la conduire, il devait nettoyer les carburateurs. Maintenant, il n'a plus qu'à tourner la clé et rouler. Ça démarre tout seul. Instantanément, vous avez la pleine puissance. Elle tient jusqu'à 4000 tours minute. C'est bien plus rapide qu'une boîte de vitesse normale. Les moteurs aiment qu'on leur tire dessus. C'est plutôt sympa. Avec de l'essence, on peut parfois sentir le moteur lutter, alors qu'un moteur électrique est magnétique. Ils aiment avancer. Je ne pense pas que ça lui pose de problème. Et pourquoi ne pas convertir une voiture mythique comme cette vieille Ferrari? Eric Hutchinson, son heureux propriétaire, a hâte de faire crisser ses pneus sans polluer. C'est une Ferrari GTS de 1978. C'est un véhicule économiquement irréparable qu'on a récupéré il y a 2 mois comme projet pour Levy West Shop. Notre but est d'en faire une voiture 100% électrique. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'une Ferrari thermique coûte une fortune à entretenir. Donc le choix de s'en occuper a été facile. Je veux une voiture mythique que je pourrais conduire tous les jours, la convertir et ne plus payer d'essence. Une recharge coûte environ $4 l'unité et ça tient pour la journée. J'adore cette voiture, elle sera rapide, plaisante à conduire et les gens se demanderont ce qui se passe quand je démarrerai en silence devant un Starbucks. Ce sera super amusant. Pour Martin et Chine, il y a autre chose d'amusant qui se prépare. Qu'est-ce que tu fais, Chine? De creuser une citrouille. Pourquoi faire? Pour Halloween, on va la creuser, après on va l'allumer, comme ça fera peur pendant la nuit. La lumière. Trick or treat! Il y a quelqu'un à l'intérieur. Non. Vous pouvez en prendre 2. C'est une soirée particulière. Je vous en prie. Halloween, c'est important ici aux États-Unis? Ah oui, beaucoup, on adore ça. C'est marrant de faire les fous comme ça. On se déguise et on devient quelqu'un d'autre pendant un moment. Mais ça tient vraiment chaud. J'adore trop les bonbons. J'en veux d'autres. J'en veux encore plus. Merci. Merci.
en direction San Diego. Nous allons rencontrer des passionnés de conversion de voitures électriques qui ont monté un club où on peut s'aider et donc arriver à faire sa conversion à moindre coût. C'est parti pour rencontrer ces passionnés à San Diego. San Diego se trouve à 25 km de la frontière avec le Mexique. Et on y sent déjà les influences de l'Amérique latine. Il paraît que tous les Américains rêvent de vivre ici. Mais pour Fred, pas le temps de flâner, un rendez-vous est prévu. Bienvenue chez Kick Gas Co-op. Dans ce hangar, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui convertissent leur voiture au tout électrique. Aucun mécanicien professionnel. Ici, on s'entraide entre passionnés et chacun va à son rythme. C'est une coopérative de voitures électriques. Tout le monde s'entraide. Et on ne travaille pas sur une voiture sans que le propriétaire ne soit présent. On ne va pas la construire pour eux juste parce qu'ils sont membres. Et on ne vend rien. On n'est qu'un club. Il y a tous ces membres qui sont déjà passés par là. Donc on sait quel genre de problème on peut avoir. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de transformer votre voiture? Je suis un peu une rebelle. Je suis née dans les années 50. J'ai été une hippie inquiète pour l'environnement. On a des panneaux solaires à la maison. On cherchait un véhicule électrique, mais il fallait que ce soit dans nos moyens. Et c'est comme ça que j'ai choisi de venir ici. J'ai appelé la voiture coccinelle solaire pour attirer l'attention sur le fait qu'on peut utiliser des panneaux solaires pour recharger nos voitures et conduire sans dépendre d'énergie fossile. Tu peux passer par une petite phase de doute parce que tu dépenses beaucoup d'argent pour une conversion qui n'est pas toujours aussi facile que prévu. On ne te verra plus pendant 2 semaines parce que tu es déprimé, jusqu'à ce que finalement tu reviennes travailler sur ta voiture. Ça arrive souvent. Mais tu sais, tu n'es pas le premier à passer par là. Mais un jour, tu finis par prendre la route et tout le monde est là. Waouh! Tu as réussi, tu l'as fait. Chez Kick Gas, on convertit de tout. Des vélos, des motos et des voitures mythiques. Voici une Porsche 914 de 1974. Ça m'a pris 1 an pour la transformer. C'était beaucoup de travail. Pourquoi est-ce que vous voulez utiliser une voiture électrique aux États-Unis où l'essence est pas chère? L'essence, c'est vrai, l'essence n'est vraiment pas chère. Dans mon cas, c'est un choix politique. Je ne peux pas envoyer mon argent aux gens qui veulent nous faire exploser. Donc, j'ai choisi de ne plus acheter d'essence à l'avenir. Et pourquoi ne pas avoir acheté une voiture électrique neuve? En 2010, il n'y avait pas de voiture électrique à acheter. Et aujourd'hui, elles n'ont pas vraiment l'air cool, à part les Tesla, qui sont hors de prix. Aux États-Unis, de plus en plus de convaincus roulent à l'électron. 8000 voitures électriques sont vendues chaque mois. Dans quelques jours, le visa américain de Fred, Laure, Martin et Chine arrive à expiration. La famille partira explorer la Basse-Californie au Mexique. En attendant, elle savoure le littoral un peu sauvage du sud de la Californie. Alors ces petits oiseaux, ce sont des colibris. Alors il en existe dans toute l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et il y a une vieille histoire amérindienne qui raconte qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux regardaient comme ça à rien faire, ils étaient désemparés. Et seul le colibri s'agitait dans tous les sens. Il allait chercher une petite goutte d'eau, il l'a posée sur le feu. Alors le toucan lui dit « Mais arrête, tu es sot! Allez, viens avec nous, on s'en va !» Il dit « Non, mais moi au moins j'aurais fait ma part de travail. » Ah, qu'est-ce que ça veut dire?
Comme ça, si quelqu'un fait un truc et l'autre le finit, et ben, il y aura moins de travail à faire. Par exemple, si tu ramassais un peu à pied par terre, ça serait pas beaucoup. Mais si tout le monde le fait, ça allait mieux la planète. Ah oui. Si tout le monde fait quelque chose, ça ira mieux. Ouais. Comme ça, la planète sera plus polluée. Il ne reste plus à chacun d'entre nous qu'à faire ces petits gestes qui peuvent sembler dérisoires, mais qui prendront tout leur sens lorsque 7 milliards d'êtres humains les feront ensemble.